Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce 59e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH. C'est moi qui vais avoir le plaisir ce matin d'animer ce webinaire avec vous et pour vous. Bonjour Sabine et merci d'utiliser la boîte de chat, c'est parfait. N'hésitez pas à vous présenter les uns les autres, à vous faire un petit coucou, ce sera plus sympathique et plus chaleureux et présenter éventuellement votre société, le nombre de salariés et son secteur d'activité si vous le souhaitez. Soyez donc toutes et tous les bienvenus pour ce webinaire qui aura lieu sur le thème de recruter, c'est bien, mais fidéliser, c'est mieux. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir un expert de cette thématique en la personne de Mathieu Martin, cofondateur de 365 Talents. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous et bonjour Thomas, ravi d'être là. J'aurais aimé être le 60e, mais je suis le 59e. 59e webinaire. Alors voilà, mais il faut revenir le prochain mois pour être le 60e. Mais merci encore une fois d'être là parmi nous ce matin pour traiter de ce sujet. Voilà tout de suite l'ordre du jour, le sommaire que nous vous proposons avec 365 talents et Parlons RH. Et Mathieu et moi pour adresser ce sujet sur la fidélisation. Mathieu va nous nous préciser de quoi il va parler durant ce webinaire, de quoi parle-t-on, qu'est-ce que la fidélisation. Dans un deuxième temps, on verra avec vous pourquoi c'est important, quels sont les bénéfices pour les professionnels RH, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, pourquoi il convient d'adresser cette thématique. Et dans un troisième temps, comment procéder en fait, quels sont les champs d'application de la fidélisation. Ce qui est essentiel dans ce webinaire, c'est que Mathieu est là pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat pour poser vos questions, mais surtout, il y a un espace qui est dédié à vos questions, dédié à vos retours d'expérience, dédié à votre partage de bonnes pratiques, à vos commentaires. On est là pour pouvoir échanger. Vous êtes bientôt une centaine en ligne. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience et à poser vos questions auprès de Mathieu. Ce webinaire durera 45 minutes précises, donc on s'arrêtera à 11h45. Et à l'issue de ce webinaire, vous pourrez télécharger la présentation. Voilà pour les éléments de contexte. Et avant de commencer par la première question, qui est de quoi parle-t-on? Est-ce que justement, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de toi? Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette formidable scale-up, qui est 365 talents, c'est pas si facile à dire 365 talents. Exactement. Exactement. Et c'est une bonne transition parce que on dit 365 talents justement. 365, alors ça sera mieux, j'y arriverai mieux. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, effectivement, je peux présenter ce que l'on fait chez 365 talents. Nous, on aide nos clients. Donc, 365 talents est une solution SaaS qui permet de cartographier dynamiquement les compétences, les expériences et les appétences des collaborateurs dans les entreprises. Donc, on aide les entreprises à mieux connaître les compétences dont elles disposent pour les aider à adresser des sujets de GPEC, de mobilité, de fidélisation, d'engagement. Donc, on a créé l'entreprise en 2015. On est aujourd'hui 60 collaborateurs. 2015, donc ça fait 7 ans. Ouais. Si je calcule bien. Et effectivement, on est déjà des vieux de cet écosystème SIRH. Vous êtes toujours up, mais moins start. Exactement, on est moins start, on est scale up, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc 65 collaborateurs. On a des ambitions de recrutement qui sont assez élevées. Donc, on aimerait être 100 à la fin de l'année. On a 200 000, même 300 000 utilisateurs aujourd'hui. Dans 60 pays. Et voilà, je parlerai de mes clients tout à l'heure. Mais notre mission, globalement, c'est d'aider les entreprises à mieux connaître les ressources dont elles disposent. Voilà. Une solution SaaS de cartographie des compétences, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est une... Alors, je vais essayer de pas trop utiliser d'anglicisme aujourd'hui, mais c'est une talent expérience plateforme. C'est pas que de la cartographie des compétences, mais effectivement, le socle commun chez tous nos clients, c'est d'être capable de générer dynamiquement un référentiel de compétences, donc de sortir des schémas de construction de référentiels un peu statiques, un peu figés, et cela pour adresser différents enjeux, dont la mobilité interne, dont le staffing de mission, mais aussi globalement de participer beaucoup à la personnalisation du parcours des collaborateurs. Alors, on va donc parler un peu d'expérience collaborateur, c'est très bien. Juste que tu as dit que tu allais parler de tes entreprises clientes, peut-être dans les cas d'entreprise, mais parlons juste 2 secondes avant de rentrer dans le vif du sujet de votre portefeuille client. Je vois qu'il est marqué 35 clients de plus de 1000 salariés, 1000 employés. C'est quoi ce type d'entreprise? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes sans trahir de secrets confidentiels? Et pour quel
quel périmètre dans la Talent Experience, puisque c'est une plateforme de Talent Experience? Ouais, exactement. Alors, on dit plus de 1000 employés. Bah, alors, effectivement, c'est bien plus que ça. On travaille surtout avec des entreprises du CAC 40. C'est vraiment sur ce secteur-là qu'on s'est focalisé parce que les enjeux qu'on adressait étaient particulièrement pertinents sur ces entreprises-là. En termes de périmètre, c'est plutôt des entreprises qui souhaitent déployer l'application à l'échelle. Donc, on commence effectivement par des périmètres d'expérimentation. Et puis après, on déploie successivement par vague de population. Et en termes de typologie d'entreprise, finalement, on est multisectoriel. On a beaucoup travaillé avec le tertiaire financier dans un premier temps. Et là, aujourd'hui, on travaille avec l'énergie, on travaille avec le monde des services. Enfin, voilà, ces sujets de compétences, finalement, concernent tout type d'entreprise. Donc, un développement à l'échelle, hein, je reprends ton mot, c'est-à-dire qu'on commence par une population et puis après, ça se déploie une fois qu'on a fait ses preuves dans les entreprises plutôt de grands groupes. Quels sont vos axes? Puisque Scale-up, c'est quoi vos axes de développement? Les axes de développement, alors forcément, comme toute entreprise technologique, il y a être capable de développer encore plus de fonctionnalités et de travailler sur le produit et sur la profondeur fonctionnelle du produit, forcément. Mais nous, on a un gros enjeu à l'international. Donc, les axes de développement, et c'est en ça que, alors j'en ai pas parlé, mais on vient de lever 10 millions d'euros il y a quelques mois. Ça va nous permettre d'adresser des géographies bien identifiées à ce stade. Et donc, on a créé l'équipe, là, on a monté l'équipe en partant de la page blanche, l'équipe dédiée à l'international, aussi bien côté market que côté commerce. Et donc, ça va être ça, trouver nos premières références sur les territoires ciblés. Bon, 10 millions, ça doit aider. Juste, quand on dit international, est-ce qu'il y a une zone, c'est en Europe particulièrement ou c'est l'international? Est-ce que vous avez déjà des clients à l'international? Est-ce que tu peux nous en citer un? Enfin, s'il y en a, Alors, on a un premier client à l'international, alors qui peut-être dans l'esprit des gens est un client français. Je parle de Schlumberger, mais qui est une entreprise finalement dont le siège est aux États-Unis. Et pour être au contact quotidien des équipes, on s'aperçoit effectivement que c'est une entreprise globale et qui est différente des entreprises clientes qu'on avait jusqu'à présent en termes de culture. Donc, c'est notre premier client et notre premier étendard finalement à l'international. Schlumberger. Et en termes de développement à l'international, je reviens sur ma question, c'est, je ne sais pas, de temps en temps, on dit tiens, on va attaquer les marchés de l'Europe du Sud, etc. Vous, c'est worldwide, si je puis dire? Non. Alors on va se focaliser sur l'Europe dans un premier temps, ce qui ne nous empêchera pas d'être opportuniste si on est sollicité par d'autres territoires. Mais c'est le UK, c'est le Benelux et c'est les Nordiques dans un premier temps qui font partie de nos cibles privilégiées. Ok, parfait. Et ben voilà, on sait mieux sur 3, 6, 5 talents. Parfait. Voilà. Pourquoi 3, 6, 5 talents? Après, on rentre dans le vif du sujet, hein, je vous le rassure. Merci de cette question parce que ça, au regard du propos du jour, c'est important. Quand on a créé l'entreprise, on s'apercevait finalement que les outils RH, les outils SIRH étaient quand même à l'image des process RH en cours, donc plutôt des process annuels d'évaluation des compétences, par exemple. Quand nous, on se disait que ce qui était intéressant, c'était d'être capable de capter finalement le film de la carrière du collaborateur et pas la photo, et donc d'avoir finalement ce dynamisme dans la captation des compétences des collaborateurs. Donc 3, 6, 5 talents parce que voilà, on se dit que c'est l'affaire de tous les jours. D'accord. Avec une petite référence au 360 degrés. Exactement. Feedback un peu. Exactement. Et cette vision à 360 sur le collaborateur et on aime bien dire cette vue holistique sur les compétences, les talents des collaborateurs. Ok, super, magnifique. Alors justement, allez, de quoi va-t-on parler durant ce webinaire sur la fidélisation? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors déjà, une chose, c'est que je parle effectivement en qualité d'expert. Alors ça, on est à l'aise ou pas avec le terme, parce que la solution qu'on adresse finalement aide les entreprises à travailler sur ces sujets de fidélisation, d'engagement. Mais je parle aussi avec ma casquette d'entrepreneur d'une entreprise en croissance et qui tous les jours doit être capable effectivement de refléter ça dans son entreprise et de faire en sorte que la fidélisation soit au rendez-vous, que l'engagement des collaborateurs soit au rendez-vous. Et donc, c'est important de revenir sur ce que c'est cette fidélisation et où elle commence et où elle se termine. Déjà, elle permet d'attirer dans la mesure où quand la fidélisation fait partie de la culture de l'entreprise, ça permet d'attirer des candidats potentiels. Donc, en termes de marque employeur, c'est hyper important. Il ne faut pas le faire pour ça, mais en tout cas, ça commence ici.
Ça permet de recruter parce que les premiers échanges qu'on a avec un candidat sont quand même hyper importants pour donner envie de venir. Et donc, voilà. Et donc, on peut le voir, l'onboarding, la montée en compétences et l'offboarding aussi. Soigner la sortie, c'est important. L'idée, quand on parle de fidélisation, c'est pas de garder les collaborateurs ad vitam aeternam dans l'entreprise. Forcément, il y a un turnover. Il est aussi important, ce turnover. On pourra en discuter. Et ça doit être le fil rouge de la carrière du collaborateur, cette fidélisation. Elle doit travailler aussi à faire en sorte, on y reviendra encore une fois tout à l'heure, à travailler sur la montée en compétences de celui-ci, faire en sorte de l'aider dans la personnalisation de son parcours. Donc voilà, c'est un enjeu clé parce qu'au-delà de tout ça, cet enjeu, il permet finalement la performance de l'entreprise plus globalement. On parlera des leviers, mais en tout cas, voilà, la fidélisation, c'est finalement le fil rouge et je pense que c'est un prérequis indispensable à toutes les entreprises qui souhaitent se projeter dans le temps et être pérennes. J'aime bien, c'est une version très positive de la fidélisation. Tu as dit en introduction, la fidélisation, c'est quasiment le levier d'attractivité. Souvent, c'est parce qu'on a un défaut de fidélisation qu'on se doit d'être dans une dynamique de recrutement. Ouais. Donc là, tu l'abordes sous un angle très positif, qui est de dire, votre meilleur argument pour mieux recruter, c'est montrer que vous fidélisez, puis tu as utilisé le terme de fil rouge de la carrière. Oui. Et je refais un lien sur ce que tu disais aussi en introduction, qui c'est le salarié dans une démarche holistique. En fait, vous avez aussi une vision quasi holistique de la fidélisation, c'est-à-dire une approche systémique dans la notion de fil rouge. OK pour la fidélisation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas juste le terme, tu as utilisé le terme de off-boardé. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il recouvre? Ce qu'il recouvre, c'est les conditions de la sortie d'un collaborateur d'une entreprise. Et moi, j'aime, en tout cas en tant qu'entrepreneur, me dire en tant que RH aussi, me dire que quand un collaborateur part, ça se passe dans des bonnes conditions, à tout niveau, en termes de relations qu'on peut avoir avec ce collaborateur, en termes de passation aussi des connaissances. Et ça, voilà, soigner sa sortie, c'est hyper important. Et ça aussi, ça se sait. Et donc ça aussi, ça participe à l'expérience collaborateur et ça participe à la marque employeur. Donc, l'expérience de départ, c'est le process de départ. Exact, c'est le process de départ. Je vous rappelle que Mathieu est là pour vous et donc n'hésitez pas à poser vos questions, à émettre un certain nombre de commentaires. Vous n'avez pas forcément plein de questions, mais c'est souvent la première question qui est difficile, donc n'hésitez pas à lui en poser, sinon je ne manquerai pas de lui en poser comme je viens de le faire. On a vu ce qu'était que la fidélisation dans une approche globale, transversale, le fil rouge à la carrière du collaborateur. Je reprends le terme, le levier d'efficacité ou de performance de l'organisation et améliorant l'attractivité. Et en quoi est-ce si important que ça ? Alors, c'est important parce que économiquement, la fidélisation, ça a un impact. Ça a un impact sur l'entreprise. Quand on a des collaborateurs désengagés, on a des chiffres tout à l'heure qu'on pourra montrer, mais il y a effectivement des coûts qui sont visibles et puis il y a des coûts invisibles qui sont très liés à ce désengagement pour l'entreprise. Et puis après, d'un point de vue, on va dire GPEC, c'est important de fidéliser. C'est quoi la GPEC ? La GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors aujourd'hui, on peut parler de GEPP. C'est comment finalement on s'assure que les compétences qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise correspondent aux enjeux stratégiques qu'on a envie d'adresser demain. Et donc, c'est important de fidéliser aussi pour ça, parce que si nos compétences stratégiques disparaissent, cette perte de connaissances, elle est assez redoutable pour l'entreprise et elle a un coût financier pas négligeable. Et là, on a des secteurs, je vois, il y a des secteurs qui ont encore plus de besoins que d'autres. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que il y a effectivement des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. Les secteurs en hyper-transformation le sont terriblement. Dans notre histoire, nous, chez 365 Talents, on a beaucoup travaillé dans un premier temps avec le tertiaire financier. Ça veut peut-être dire que c'était des secteurs qui étaient particulièrement impactés par les transformations. En tout cas, ce sont ces sociétés-là qui se sont posé la question tout de suite de l'importance de la fidélisation des collaborateurs et de leur projection sur les enjeux de demain. Et voilà, tous les secteurs que vous voyez sur le slide sont impactés par ça. On peut parler beaucoup de commerce et la produits de consommation. Est-ce qu'on met là-dedans la restauration qui connaît quand même des impacts post-Covid assez importants? Là, la fidélisation finalement a été adressée de manière complètement réactionnelle et il n'y a pas eu du tout d'anticipation. Et du coup, finalement, c'est un secteur qui paye les pots cassés d'une absence finalement de politique de fidélisation et d'engagement des collaborateurs.
on s'aperçoit que augmenter de manière significative les salaires ne suffit pas à attirer les talents dans ces secteurs-là. Plus 16% dans les barèmes, dans le secteur du commerce, café, hôtel, restaurant. Je ne suis pas certain qu'effectivement, ça puisse suffire. D'ailleurs, juste à ce propos, j'entendais hier à la radio qu'il y avait des grosses difficultés dans le secteur de l'éducation nationale, notamment pour avoir des profs de maths et des profs d'allemand, et qu'il y avait un gros défaut, il n'y avait pas assez de candidats pour le nombre de postes ouverts. Et avant-hier, j'entendais le problème de la Great Resignation, de la grande démission, le Big Quit, dans le secteur sanitaire et dans le médico-social, où il y avait de moins en moins de personnes parce que les gens démissionnaient. Donc, on voit bien que le sujet est très transverse et encore plus criant dans certains secteurs. Julie, tu poses la question, c'est quoi l'hyper-transformation dans les administrations publiques ? L'hyper-transformation dans les administrations publiques, finalement, c'est ni plus ni moins que les mêmes transformations qu'on a dans le secteur privé. Il n'y a pas de, en tout cas moi, et à toi de me dire Thomas ou même Julie, si je me trompe, il n'y a pas de singularité au secteur public. Alors là, effectivement, tu as ciblé des entités qui ont été très impactées pendant la crise. Donc forcément, là, on est sur des sujets assez précis. Moi, j'ai pas de... En fait, moi, de ce que je vois on va dire, du secteur public, à l'exception du secteur hospitalier, de ce que j'ai pu rencontrer, c'est que je suis très surpris de leur dynamique d'innovation. Je les trouve très, ils se sont saisis du sujet de façon extrêmement forte, beaucoup plus que dans le secteur privé, de mon point de vue. C'est pas une enquête statistique. En revanche, ils partent de beaucoup plus loin. J'étais dans une grande administration publique où il y avait une personne dont le métier était de faire de la GPEC, tu l'as cité, mais il faisait de la GPEC sans ordinateur, puisque c'était un grand classeur dans lequel il mettait les personnes et les postes. Donc, il n'y avait pas le côté prévisionnel, c'était vraiment la gestion des postes et des personnes, tout court. Et donc, il passait des coups de fil et il rentrait dans les bureaux pour savoir si un tel était toujours là. Et il notait ça dans son grand classeur et il refermait le classeur le soir et rouvrait le classeur le matin. Donc, il y a quand même, là, il y a une dynamique d'hyper-transformation nécessaire et je pense qu'il y a une prise de conscience très forte dans l'administration publique que je trouve peut-être moins dans le secteur privé. Mais voilà, en tout cas, effectivement, c'est le reflet de nos échanges ces derniers mois, on va dire. On rencontre de plus en plus d'acteurs publics, mais honnêtement, quand on fait un audit finalement de l'existant, des outils, des process, etc., j'ai plein d'exemples en tête d'entreprises dans le secteur privé qui finalement partent du même point que ces entreprises du secteur public. Mais c'est vrai qu'il y a plein de problématiques qui sont soulevées aujourd'hui par ces entreprises-là, par ce secteur-là, qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Alors, il y a Dorothée qui te pose la question, c'est quoi une scale-up ? Effectivement, on avait le terme start-up qui était dans la bouche de tous et qui exprimait finalement ces entreprises qui débutaient et qui avaient une croissance un peu importante, en tout cas, voilà, qui était en phase plutôt d'amorçage. Scale-up, ça vient de scale, de l'anglais scale, en fait, c'est, on va dire, la démultiplication, le fait de passer à l'échelle, en fait, et c'est des entreprises comme 365 Talents, mais il y a des entreprises qui sont beaucoup plus pertinentes pour symboliser ça. C'est l'idée qu'il y a une croissance hyper forte avec beaucoup de recrutement en peu de temps. Je pense à certaines licornes françaises qui recrutent 60 personnes par mois. 365 Talents en est loin. Voilà, c'est pour exprimer ça. Exactement. Et puis après, la finalité n'est pas non plus l'hypercroissance. Mais voilà. Croissance maîtrisée, c'est déjà bien. Voilà. J'espère que ça vous convient comme réponse. Tant qu'il y est dans les questions, Louise te pose la question. La GPEC, GPEC, ça s'écrit comme ça, GPEC. Oui. Et tu as cité un autre acronyme. Oui. J'espérais que tu ne me poses pas la question parce que c'est gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est le GEPP. C'est le E avec lequel j'ai dit voilà. À chaque fois. Mais en fait, on peut en inventer plein. Ce qui est important, c'est de le faire, en fait, parce que ça peut être la GEPPEC, c'est-à-dire la gestion des emplois, des parcours professionnels, des carrières et des compétences. Mais on pourrait, comme ça, partir à l'envie. On pourrait même dire la GEPC au sens de la culture. Exactement. On nous a fait la remarque sur un salon RH là qu'on était dans la catégorie entreprise traitant de sujets GPEC, pardon. Quelqu'un est venu nous voir en disant on ne parle plus de GPEC, maintenant on parle de GEPP. Voilà. Exactement. Mais voilà, au-delà de... On peut repeindre en rose le concept, mais puisque les mots sont importants, c'est le fait de pouvoir anticiper et prévoir
les talents dont on a besoin. Hein, c'est ça dont on parle. Alors, tu as évoqué un certain nombre de... Continuez à poser vos questions. Hein, ce n'est pas parce que je ne les prends pas toutes là directement que je ne vais pas toutes les adresser à Mathieu. Donc, voilà, n'hésitez pas. Tu as évoqué des enjeux, des coûts cachés et des coûts non cachés. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pourquoi la fidélisation, d'un point de vue économique, est importante? C'est important d'arriver avec des coûts assez précis parce qu'on n'est pas juste sur un concept philosophique ou sur de la cosmétique. On a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a un impact à cette non-fidélisation, à ces départs, à cette grande démission, comme tu en as parlé tout à l'heure. 30 000 euros, c'est le coût de la perte d'un talent. Donc ça comprend effectivement ce que ça implique derrière en termes de recrutement, de passation des connaissances, enfin, tous les process liés au départ de quelqu'un. Rater un recrutement aussi, ça a un impact. Là, on parle de 15 000 euros. La source de ces deux chiffres? C'est Silae, qui est un logiciel de gestion des payes. Voilà. Et puis, on s'aperçoit quand même que 89% des milléniaux considèrent les opportunités de carrière comme très importantes quand ils choisissent un nouveau job. Je pense qu'en fait, c'est les milléniaux, mais c'est tout le monde. On a envie d'avoir de la visibilité sur le champ des possibles, mais particulièrement peut-être pour ces nouvelles générations. Mais en fait, je pense qu'effectivement, c'est l'affaire de tous. Donc voilà, donc on pourrait faire la liste des coûts identifiés et des coûts cachés en termes de démobilisation des collaborateurs, de perte de connaissances, voilà, on en a déjà parlé. Mais voilà, financièrement, si ça a besoin de convaincre plutôt des départements financiers, c'est un vrai enjeu, donc il faut s'en occuper. Laure te pose la question est-ce que tu peux répéter le nom du logiciel de paye que tu as cité? Tout à fait, c'est Silae, ça s'écrit S-I-L-A-E. Exactement, donc une entreprise qui adresse plutôt les TPE et les experts comptables en termes de dynamique de paye. Il y a un bénéfice économique, tu viens d'en citer, il y a aussi un bénéfice opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des difficultés à recruter, des difficultés à fidéliser et que ceux qui sont là sont en absence, ça pose quand même quelques soucis. Ça pose souci, il en va comme on disait tout à l'heure, de la pérennité de l'entreprise. On dit, alors ça, et ça je pense que Thomas, tu as peut-être plus d'éléments que moi, mais on a toujours eu du mal finalement à corréler l'engagement, la fidélisation des collaborateurs sur la performance de l'entreprise. Enfin, ça a toujours posé question, il y a pas mal de choses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Moi, je suis persuadé que ça a un impact réel. Alors ça, j'aimerais pouvoir le tangibiliser, l'objectiver, mais en tout cas, nous, on en est persuadé. Et puis, quand on parle d'hypertransformation, il faut être capable non seulement de capter les compétences cruciales en termes en contexte de guerre des talents. Si on n'arrive pas à recruter, il faut être capable de fidéliser et puis d'accompagner l'employabilité des collaborateurs. Donc, si on a un turnover qui est trop élevé, tout ça nuit à la performance globale de l'entreprise. Alors, il y a Stéphanie qui apprécie les insights quantitatifs et qui demande les sources. Tu as évoqué sur les sources. Je vais vous en donner quelques-unes, mais très rapidement, parce qu'on est sur le thème de la fidélisation. Le coût de la guerre des talents, en fait, c'est-à-dire des problèmes d'attractivité qu'on a un petit peu évoqués, mais de la fidélisation surtout et de l'engagement, c'est selon Mozart Consulting et Apicil, 14 310 € par an et par salarié. 14 310 € par an et par salarié. Vous multipliez par le nombre de collaborateurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, ça vous donne le coût global que ça peut représenter. Et c'est l'IBET, un indice de bien-être au travail qui est suivi chaque année. Le turnover a doublé en 20 ans, selon la DARES. Je précise mes sources, puisque Stéphanie, et à juste titre, a besoin de doubler en 20 ans. Alors, je ne sais pas, on peut continuer comme ça assez longtemps. Il faut qu'on se saisisse de ce sujet-là. Le nombre de salariés qui signent un CDI aujourd'hui en France et qui ne restent pas une année de leur gré, je veux dire, ils démissionnent ou ils rompent leur période d'essai ou en raison du volontarisme de l'employeur, c'est 36,1%. Donc 36,1% des salariés qui signent un CDI aujourd'hui en France ne restent pas une année. Un tiers d'échec. Vous imaginez la machine à broyer dans laquelle on est. D'où la nécessité d'avoir une dynamique d'expérience talent, de talent d'expérience plateforme, de fidélisation qui me semble particulièrement
soutenu. Tiens, le chiffre en CDI, 36,1% des CDI, pour faire le lien avec, là je vois les millennials, c'est 44% des primo-accédants à l'emploi. 44% des primo-accédants à l'emploi, selon l'Institut du premier emploi, ne restent pas une année dans leur premier emploi. On est dans une machine à broyer qui n'est pas satisfaisante. Charge à nous de se saisir de ces sujets-là pour adresser les enjeux, à mon avis, de fidélisation. En fait, c'est bien, vous avez... Pardon, je me suis laissé emballer là, dans les différents chiffres pour répondre à la remarque de Stéphanie. Hop, je vais prendre d'autres questions qui sont arrivées et c'est tant mieux. Alors, quelle action pour fidéliser? On y vient. Donc, Sarah, on va traiter ça très rapidement. Pareil, Marie-Estrie, vous avez des exemples concrets d'actions, donc on y arrive tout de suite. Peggy fait une remarque, la fidélisation est un vrai sujet dans les TPE-PME qui n'ont pas les mêmes leviers pour retenir les talents. C'est vrai, on n'a pas les mêmes armes que les grandes entreprises qui ont peut-être des budgets et des perspectives de carrière différentes que dans les TPE et PME. Pardon. Je pense qu'on reviendra sur les leviers. Alors effectivement, les leviers ne sont peut-être pas les mêmes selon la culture de l'entreprise et selon la taille de l'entreprise. Mais il y en a quand même qui sont très liés à la responsabilisation des collaborateurs, à un management. Alors on parle beaucoup de management bienveillant, hein. Je n'ai pas envie de tomber dans le concept un peu marketing, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je pense que pour le coup, il y a certains leviers qui sont applicables dans tout type d'entreprise. Voilà. Donc, on y reviendra peut-être juste après, mais n'hésitez pas à poser vos questions, c'est très bien. Voilà, Mathieu est là pour pouvoir y répondre. Alors, Souleymane pose la question suivante. Lorsqu'une grande entreprise a un fort turnover, que pourrait être le premier levier? Quelle transition magnifique, sur lequel, zut, ça vient de switcher. Ah là là, voilà, dis donc, vous avez plein de questions, c'est génial, mais ça va trop vite pour les lire. Pardon, donc premier levier, j'y arrive, premier levier sur lequel cette entreprise pourrait jouer pour fidéliser ses collaborateurs actuels et futurs. Eh bien, écoutez, Souleymane, je vous propose de faire tout de suite le slide d'après. Donc, vous avez posé la question au bon moment. Alors, justement, quels sont les leviers? Alors, je vais parler des leviers, puis je peux peut-être rebondir tout de suite sur la question de Souleymane. Je pense que déjà, il faut savoir d'où ça vient, c'est-à-dire qu'il y a un audit à mener. Pourquoi il y a autant de turnover? Donc, ça, c'est difficile de transformer si déjà difficile de changer si on ne connaît pas. Donc, si on ne connaît pas les raisons du départ, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, bon, il y a 6 leviers. Forcément, on pourrait faire un webinar pour chacun des leviers, mais il y a quand même des choses qui sont indispensables pour faire en sorte de fidéliser et d'engager. Culture fit, bon, culture fit et culture de manière générale, je pense que c'est hyper important. Déjà, quand on recrute, il faut s'assurer qu'il y a un matching entre finalement ce candidat et puis la culture de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que voilà, on n'est pas tous faits pour. On a tous, je pense, une entreprise idéale qu'on doit rejoindre. Et ça, effectivement, dès le process de recrutement, on doit être capable de s'en rendre compte. Le rôle et ses challenges, c'est être clair sur les objectifs de la mission, les objectifs du poste, être capable aussi de définir des objectifs qui sont clairs et donner de la visibilité là-dessus. Ça, je pense que c'est important et être capable d'être précis, d'être clair sur les objectifs. Ça aussi, ça fait partie de la culture de l'entreprise et de la transparence que recherchent des candidats et des primo et des néo-collaborateurs, on va dire. L'environnement managérial, il est clé. Alors, on a mis le focus là-dessus pendant cette crise du Covid, finalement, qui ont révélé pas mal de choses. Ça s'est fait dans sous finalement la pression de le faire, de se lâcher prise, de donner plus de responsabilité, d'autonomie aux collaborateurs. Ça, je pense que c'est hyper important. Et ça, effectivement, ça participe au bien-être des collaborateurs. C'est des choses qui sont concrètes. Et donc, il faut travailler, accompagner les managers. Il n'y a pas une injonction à avoir auprès d'eux, à leur dire soit comme ci, soit bienveillant, laisse de l'autonomie, responsabilise tes collaborateurs. Peut-être que ça nécessite effectivement un accompagnement qui est important. Et ça participe grandement au bien-être et à l'envie de rester dans une entreprise pour un collaborateur. Sur la personnalisation des parcours pro, on fera un focus particulier juste après.
forcément, chez 365 Talents, on œuvre pour faire en sorte de rendre ça possible. Ça, pareil, ce n'est pas un vœu pieux, c'est hyper compliqué de personnaliser des parcours pro. Ça nécessite effectivement de la conduite du changement et un accompagnement encore des RH et des managers, mais ça nécessite aussi d'être capable d'industrialiser un certain nombre de choses. Et ça, pour le coup, le digital et la technologie permettent de le faire. L'engagement et les rituels, effectivement, il faut faire en sorte que, et ça rejoint la culture aussi, mais que les collaborateurs sentent avoir un héritage commun, se sentent finalement embarqués dans une aventure c'est important qu'ils se sentent aller dans la même direction. Et donc d'être capable d'incarner tout ça via des rituels et puis via aussi une direction générale et une ligne managériale qui doit incarner tout ça et qui doivent aussi être capable de diffuser tout ça dans l'entreprise. Et les salaires et les avantages, finalement, ça c'est ce qui est le plus facile. Et c'est souvent, on le disait tout à l'heure avec le secteur de la restauration, c'est souvent les leviers tout de suite mis en œuvre, mais on s'aperçoit, et ça il y a des études aussi qui le montrent, que finalement ces sujets de salaire et avantages ne sont pas forcément ce qui intéresse en premier lieu les collaborateurs. On parlait d'autonomie, de responsabilisation, de flexibilité dans la manière d'organiser le travail et de travailler, qui sont à mon avis des éléments qui sont beaucoup plus importants que le salaire et les avantages, même si finalement ça c'est un prérequis indispensable, capable de rétribuer finalement les collaborateurs à hauteur du marché. Et ça, mais finalement c'est le plus facile. Voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est de garantir tout ce qu'on s'est dit avant. Alors, il y a pas mal de questions. Ce que je propose, c'est d'aller de dresser ce point-là, puis après d'adresser les questions. Tu as parlé des parcours pro. Est-ce qu'on peut faire un focus dessus? Oui. Nous, c'est un élément qu'on estime être l'élément le plus important, c'est être capable de personnaliser le parcours du collaborateur. Et pour ce faire, il faut bien connaître ce collaborateur. Et aujourd'hui, c'est là où le bas blesse, en tout cas avec les entreprises avec lesquelles on travaillait, c'est qu'elles ne connaissaient pas bien les collaborateurs. Elles connaissaient les compétences qui sont rattachées à leur fiche de poste, mais elles ne connaissaient pas le reste. Et pour le coup, pour être capable de personnaliser, il faut connaître à la fois les compétences qu'il mobilise au quotidien, mais il faut connaître aussi ce qu'il a envie de faire, ses appétences, ses motivations. Et puis, il faut connaître aussi tout son parcours, ce qu'il a fait avant. Et donc, tout ça, ça permet, cette connaissance des compétences permet finalement d'irriguer tous les process liés à la personnalisation des parcours professionnels. Et donc, c'est une donnée qui intéresse le collaborateur, qui est indispensable pour le manager et les experts métiers, et puis pour les RH, pour être capable finalement d'opérationnaliser et de rendre possible cette personnalisation du parcours pro. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de donner de la visibilité aux collaborateurs, leur permet de se projeter sur un champ des possibles. Ça permet aux managers, aux RH et aux experts de finalement travailler sur des sujets de GPEC, de GEPP, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est important pour faire en sorte que les compétences soient celles qui vont être recherchées dans plusieurs années. Ça permet d'anticiper et ça permet de travailler à l'employabilité. Et nous, on aime beaucoup ce terme d'employabilité, voire de néo-employabilité, parce que finalement, ça sert toutes les parties prenantes de l'entreprise. Je crois que tu as des exemples, et tu l'as dit en introduction, que tu avais des cas d'entreprise, je crois que c'est sur la slide d'après. Oui. Ce que je te propose, parce que ça peut illustrer en fait les questions qui sont, est-ce que vous avez des exemples d'actions, etc. Est-ce que tu peux nous illustrer le propos par un, deux, trois ou quatre exemples qui sont là? Oui. Il y a plusieurs entreprises qui apparaissent. Je vais commencer par celle avec laquelle on a commencé à travailler, qui est la Société Générale. C'était un de nos premiers clients, le deuxième exactement. Et donc, eux, clairement, il y avait… qui est toujours client? Qui est toujours client, effectivement. Et qui est un client important pour nous. On avait déployé l'application sur 90 000 utilisateurs. Et ça, c'est important parce que ça sert le propos d'aujourd'hui. On a commencé par un périmètre restreint pour tester des choses. Et puis après, comme on le disait, on déploie parce que finalement, ces sujets de fidélisation touchent tout le monde. Voilà. Ce n'est pas juste réservé au col blanc. Et ça c'est important de le répéter. Mais il y avait des enjeux à la fois transformationnels qui étaient hyper forts. Et donc, quand on veut transformer, il faut connaître. Donc, comme on le disait, il fallait cartographier les compétences, savoir ce que les gens voulaient faire et surtout être capable de les projeter sur des univers un peu transverses et sortir des sentiers battus et sortir finalement des mobilités un petit peu linéaires. Donc ça, c'est important. Donc, secteur bancaire très impacté par les transformations et à la fois un enjeu de générer de la transversalité, de projeter les collaborateurs et de booster la mobilité et puis de rendre aussi finalement le manager autonome dans la gestion de sa mobilité. Voilà.
Et alors après, je pourrais en parler des heures, hein, parce qu'au niveau conduite du changement, au niveau évolution des process, il y a eu plein de choses, et ça donnera peut-être l'occasion de faire un webinaire. Pour le 60e ou le 100e webinaire, pour le 100e, allez, on peut se donner rendez-vous pour le 100e. Donc ça, voilà. Chez Believe, qui est une scale-up pour le coup, dans le domaine de la musique et de la production musicale, c'est une entreprise en forte croissance. Donc des enjeux qui sont un petit peu différents, mais finalement, parce que c'est une entreprise qui grandit très vite, voilà, qui n'est pas forcément très outillée d'un point de vue RH. Donc, bon, voilà, déjà, ils ont des enjeux d'outillage parce qu'ils ont grandi tellement vite qu'ils sont passés à côté de certains process à outiller. Mais c'est quand même. Mais très concrètement, vous faites quoi pour eux? On cartographie les compétences dans le but d'accompagner cette croissance qui est folle. Voilà, donc ça, c'est important de le dire. Et donc, de fidéliser, d'accompagner au mieux, de préserver les ressources qui sont quand même des ressources que tout le monde s'arrache. Donc, il faut faire en sorte de les pérenniser et de les aider aussi sur des logiques de mobilité interne ou de staffing de mission. Donc, voilà. Mais c'est un environnement qui est très différent de la Société Générale parce que, voilà. Mais finalement, c'est des enjeux qui peuvent s'en rapprocher. Voilà. Et Eiffage? Alors Eiffage, secteur en tension par excellence. Donc là, pour le coup, la guerre des talents fait rage aussi chez Eiffage. Donc on a du mal à recruter. Donc quand on a du mal à recruter, il faut être capable de fidéliser. Et donc on pense, Eiffage pense, et à juste titre, qu'être capable de projeter encore une fois les collaborateurs sur des opportunités de carrière et de les accompagner, c'est un bon moyen de faire en sorte qu'ils ne partent pas extérieurs. Parce que finalement, ils se rendent compte aussi qu'ils ont tous les atouts en termes d'évolution de carrière pour faire en sorte que les collaborateurs restent. Voilà. Encore faut-il rendre ça visible. C'est pas simple. Tout à l'heure, tu as dit faut proposer une vision, quelque chose, et tu as dit c'est regarder ensemble dans la même direction, quelque chose comme ça. En fait, ça, je crois que c'est Baudelaire qui dit aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, la meilleure manière, en fait, de fidéliser les collaborateurs, c'est effectivement leur proposer une vision commune, en fait, de la matérialiser dans cette trajectoire-là, me semble-t-il. Ce que je te propose, c'est de prendre, il y a pas mal de questions et c'est tant mieux continuer à les poser. On va les prendre alors assez vite parce qu'en fait, il y a des questions sur lesquelles on pourrait rester encore une heure. Donc, on va essayer d'aller assez vite. Comment fidéliser les profils pénuriques? Il risque d'avoir beaucoup de questions de ce type-là. Donc, il va falloir. C'est sûr que là, on reprend le thème du webinaire. Oui. Comment fidéliser les profils pénuriques? Alors, bon, c'est pas une baguette magique. Et puis, à un moment donné, quand les gens veulent partir, ils veulent partir. Donc, on ne pourra pas fidéliser tout le monde. En tout cas, je pense que l'enjeu de transparence, il est hyper important parce que bien souvent, ils partent à la concurrence. Finalement, sur des métiers qu'ils auraient très bien pu faire dans l'entreprise. Je pense qu'il faut aussi un certain lâcher prise, arrêter aussi de considérer que les évolutions sont linéaires et que finalement les parcours professionnels sont pensés. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que ça soit non plus juste de la projection. Il faut que derrière, on se dise OK, on fait confiance. Et finalement, on n'avait pas identifié Thomas sur ce poste-là. Il a très envie d'y aller. Et on va lui permettre de le faire. Parce que s'il ne le fait pas chez vous, il le fera ailleurs. Donc ça, c'est hyper important. Donc projeter, c'est bien. Mais faire évoluer les process et faire sauter finalement les verrous de la mobilité interne, des politiques de mobilité interne, c'est mieux. Voilà. Il y aura toujours un turnover qui sera plus important sur certains métiers. Ça, c'est sûr. Mais... Voilà. Oui, il y a effectivement un degré d'acceptation de dire il y a parfois des collaborateurs. Enfin, la fidélisation à tout prix, à tout craint, peut être contre-productive. Après, une des réponses, c'est effectivement de développer l'expérience talent, en fait, l'ensemble du propos. Est-ce que nous pouvons créer cette personnalisation? Alors, c'est Louise qui te pose la question. Est-ce que nous pouvons créer cette personnalisation via performance management, 360 degrés feedback et créer des goals? Y a-t-il d'autres moyens? Je ne sais pas à quoi fait référence Louise. Mais si toi tu vois, en tout cas, sinon on nous demande de préciser. Louise, alors je veux bien des précisions si jamais ma réponse est un peu à côté de la plaque. En tout cas, quand je lis 360 degrés feedback, toutes ces choses-là, ce que je vois finalement, c'est que il doit y avoir des interactions, il doit y avoir des prises de pouls. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi important ce temps réel pour ça. Bien souvent, on constate que des gens veulent partir. Et finalement, on aurait pu déceler des choses si on avait eu finalement
des feedbacks continus et si on avait eu une prise de pouls régulière sur l'engagement des collaborateurs qui aurait permis peut-être de fidéliser un peu plus et de lever certaines alertes. Donc oui, je pense que ça peut faire partie effectivement des outils ou des process à mettre en place pour s'assurer de l'engagement et de la projection des gens dans l'entreprise. Tanita te pose la question, alors je vais te demander un exercice impossible, mais d'essayer de répondre en 30 secondes si on veut adresser les différentes questions. Ça va être compliqué. Ouais. Tu relèves le challenge? Allez. Tanita te pose la question, comment accompagner au mieux les managers? Il faut les convaincre déjà en leur montrant qu'ils ont tout intérêt et ils ont tout à gagner à aller, à aller sur ces types de problématiques-là et à adresser ce sujet-là à bras-le-corps. Parce que je pense effectivement qu'ils ont dans un premier temps tendance à voir le verre à moitié vide, mais que ça ouvre des opportunités énormes pour leur quotidien et pour leur business. Voilà, Tanita. Désolé, c'était pas Baudelaire, c'était Antoine de Saint-Exupéry. Il n'est des véritables luxes que celui des relations sociales, disait-il lui aussi. Désolé pour cette confusion. Alice te pose la question concernant l'évolution de la transformation digitale des process et des profils RH. Pensez-vous que le déploiement d'une stratégie People Ops soit un levier majeur de la fidélisation des collaborateurs? Moi, j'ai une question sur le People Ops. Non plus, mais j'allais te la poser. Et en fait, pour répondre à Alice, comme c'est une question fermée, oui. Si vous pouviez juste préciser un tout petit peu ce que vous entendez par People Ops, on pourrait essayer éventuellement rebondir sur le sujet. Merci Alice, en tout cas, de votre question. Sabine, comment combattre le turnover quand on est une PME performante qui forme de jeunes collaborateurs approchés ensuite, puis débauchés par de grands groupes? J'ai une petite idée là-dessus. En fait, on rencontre souvent ça dans différentes structures. En fait, on a un modèle RH qui est un modèle d'intégration, qui est celui d'accueillir des jeunes des jeunes, pas forcément diplômés d'ailleurs, qu'on forme au métier, puis ça prend un certain temps. Et puis une fois qu'ils sont formés et compétents, effectivement, ils sont débauchés par d'autres avec plus 10, plus 15, plus 20%. En fait, c'est très dur de contrecarrer ça puisque ça remet en cause votre modèle d'intégration, votre modèle RH, tout le modèle de sourcing et de recrutement. Il est très probable que l'entreprise qui vous pique ces talents-là, elle n'accueille personne au départ. Elle a peut-être d'ailleurs une autre problématique de fidélisation à terme. Donc ça nécessite de remettre en cause son modèle RH. Donc on ne peut pas accepter tous les bienfaits de son modèle tout sans en réfutant ou en refusant ces éventuels inconvénients. J'entends bien la problématique, mais il y a peut-être, tout à l'heure on parlait de l'acceptation d'un phénomène de départ. Alors ça n'empêche pas qu'il ne faut pas accepter sans réagir, sans essayer d'identifier les irritants. Est-ce que les collaborateurs en question ont une bonne expérience professionnelle? Mais on ne peut pas en fait, avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais il faudrait creuser peut-être plus en détail. Cédric te pose la question, comment peut-on calculer le turnover? Avez-vous des astuces à nous donner? En fait, le turnover, alors, sauf si tu veux répondre à la question, parce que sur le turnover, en fait, il y a des définitions académiques sur le sujet. C'est le nombre de départs c'est le nombre d'arrivées plus le nombre de départs sur 2 sur l'effectif moyen en début de période. Ça doit être quelque chose comme ça. Si vous tapez sur Google définition turnover, vous devriez tomber là-dessus. On confond souvent le turnover avec le taux de départ, le nombre de départs sur le nombre de salariés présents. Ce qui est important, c'est d'avoir un thermomètre dont vous suivez toujours la même définition. Souvent, et dont on agit en fait en fonction de ce sur quoi on tombe. C'est ça qui nous semble particulièrement déterminant. Eugénie te pose la question, avez-vous des idées d'action spécifiques au monde de l'ISS, l'économie sociale et solidaire? Alors, pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas d'action spécifique à ce monde-là, mais on en aura peut-être un jour. Je pense que tout ce que tu as évoqué s'applique bien à l'ISS, même s'il y a peut-être évidemment des spécificités, mais tout secteur a des spécificités et des singularités. Donc, c'est difficile dans un propos plus général, plus transverse, d'adresser le sujet. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire, mais avant de le conclure, moi, j'ai quand même 2 questions à te poser. Parce qu'on termine tous les webinaires Parlons RH toujours de la même façon. Quel est ton coup de com' et quel est ton coup de cœur? Alors, mon coup de com', c'est que
participe à un autre super webinaire la semaine prochaine avec Edflex sur justement la personnalisation des parcours de formation. On s'inscrit où? C'est quand? Alors, on s'inscrit sur LinkedIn notamment. D'accord. Et c'est le 17. Voilà, d'accord. C'est le 17 mai, donc la semaine prochaine, à 10h ou 11h. Voilà. Avec Edflex, le Avec 17 Edflex, mai, exactement. avec Edflex, un super webinaire à suivre absolument. Et ton coup de cœur? Alors, je voulais vous parler foot, mais finalement, je ne parlerai pas foot parce qu'on en parle trop et puis les événements d'hier soir là, font que je n'ai pas envie de parler foot. Et donc, en venant ici, j'ai écouté un artiste qui s'appelle Sofiane Pamar, que j'écoute beaucoup, qui est un pianiste qui fait le pont entre le hip-hop et la musique classique. Et voilà, ça, c'est mon coup de cœur. Alors, ça fait 3 ans que ça dure, mais voilà, je me disais que ça faisait partie des coups de cœur importants à transmettre parce que je pense que ça plaira à tous. Voilà. Eh ben, c'est un magnifique coup de cœur. En fait, tu évoquais en introduction le fait que ce soit que la fidélisation est une espèce de fil rouge. Là, tu viens d'évoquer quelqu'un qui fait le pont, comme une espèce de passerelle entre les différents, retrouver de la cohérence entre les différentes étapes. Magnifique coup de cœur, merci de nous partager cela. Merci infiniment de ta présence ce matin. Désolé, je sais qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais voilà, c'est les règles du jeu. On essaie toujours de terminer à l'heure. Encore une fois, merci beaucoup de ta présence et de cet échange-là. On aurait pu poursuivre encore longtemps. Merci Thomas et merci à tous pour vos nombreuses questions. Avec plaisir pour prolonger ça. Voilà, n'hésitez pas. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le jeudi 2 juin à 11h. Tous les webinaires Parlons RH ont lieu à 11h. J'aurai le plaisir de recevoir la DRH des Petits Chaperons Rouges, Isabelle Hérault, qui viendra nous parler d'un sujet mais qui est passionnant et qui est toujours sur le thème de l'expérience et du vécu. On a parlé de l'expérience talent avec 365 talents. Là, on va parler de l'accompagnement de la parentalité en entreprise à l'atout indispensable d'une politique RH engageante, inclusive et attractive. Donc, on est bien dans les thématiques du jour, mais sous un autre angle qui me paraît particulièrement intéressant. Merci.